Allez, on commence donc. Et donc demain, on sera le lundi 30 mars. 30 mars, on commence par un discours supplémentaire de Trump qui a déjà parlé pas mal tout le week-end pour dire encore plus de folie, de stupidité, rejeter de l'huile sur le feu si tant est que oui, très bien Jérémy de le dire dès maintenant, donc dès le départ, là on va pouvoir se dire que déjà on va recommencer à 15h30 à partir de lundi, on recommence 15h30, hein, le début de session n'est plus à 14h30 mais à 15h30. Donc déjà ça, ce sera ça de prix. Euh, donc Trump qui va pouvoir parler à minuit, le marché sera ouvert, donc du coup pile à minuit, hein, il n'ouvre plus à 23h comme ces dernières semaines. Bien sûr qu'une ouverture, on va s'attendre plutôt à une ouverture baissière, hein, forcément, après les propos de Donald Trump, notamment sur le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui sont assez... Ah mince, alors, attendez, ça a coupé l'écran, qui sont très déplacés, puisqu'il s'est permis de dire que le Bien prince sûr. héritier ne s'attendait pas de devoir lui lécher le cul comme ça. Et puis des troupes américaines qui donc se sont envoyées et sont arrivées dans le Moyen-Orient, 3000 soldats. Donc tout ça n'envoie pas du tout de bons signaux. Donc, un marché qui va être quand même attendu baissier dès l'ouverture, dès minuit et minuit 30. Trump pourra nous rejeter un peu d'huile sur le feu si ça lui semble intelligent de sa part. Malheureusement, on n'a pas tous le même niveau. Donc après, on va pas avoir grand-chose. On va avoir Powell, donc lundi, Powell qui va prendre la parole. 16h30, marché ouvert, un discours de Powell qui va intervenir donc dans un contexte où en fait, la nomination le départ de Powell ne peut pas être, comment dire, ne peut pas être comment dire, renversé. C'est Trump qui va nommer Kevin Warsh, mais on est dans quelque chose d'assez surprenant où pas mal de monde appelle Powell à rester en tant que président de la Fed s'il n'y a pas de nomination claire. Pourtant, le choix aurait été fait. Est-ce qu'il y aurait dans les couloirs, dans les bruits de couloirs, peut-être une discorde, un désaccord entre Kevin Warsh et Trump, hein, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à quitter le navire et peut-être que Kevin Warsh, forcément, éventuellement, je ne sais pas, pourrait lui-même se sentir moins intéressé par le poste, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de voix appellent Powell à vouloir rester président de la Fed, mais c'est Trump qui va le décider. Hein. C'est pas lui, c'est pas les membres. Donc, on peut l'appeler tant qu'on veut, même si lui, il est d'accord. Visiblement, il l'a dit hein, lors de la dernière intervention, lors de la dernière réunion de la Fed. Il avait dit qu'il resterait président en attendant que quelqu'un soit nommé s'il le fallait. Donc, il est favorable à ça, mais surtout là, Powell arrive un petit peu en mode pompier pour essayer d'intervenir, de nous dire un petit peu ce qui peut en être. Donc, discours de Powell après une réunion de la Fed, enfin une, une entrevue des membres du FOMC qui n'était pas prévue. 22h, discours de Williams, membre du FOMC. 31 mars, mardi, donc 14h55. Je vais mettre Redbook, vente au détail. On est là, on revient sur les bonnes horaires. L'indice des ventes de logement, prix de l'immobilier, 15h45 PMI de Chicago. Moins important que les PMI services habituels, etc., forcément, puisque c'est que les PMI de Chicago, c'est que la zone de la Banque centrale de Chicago qui publie ces PMI, hein, et Chicago est plutôt manufacturier, donc on n'est pas sur quelque chose de décisif. Par contre, 16 heures, ici, on va avoir un double combo, confiance des consommateurs et
nouvelle offre d'emploi. Donc là, un combo entre la consommation et l'emploi, hein, les deux éléments principaux, les deux missions de la Fed. Donc, les deux missions de la Fed qui vont sortir en même temps. Mardi, 16h. Donc ça, vous pouvez vous le mettre en gras parce que ça va secouer mardi 16h. Donc, il ne faudra vraiment pas être en position à ce moment-là. Mercredi 1er avril. Non, je suis allé un peu vite, pardon. Bon, oui, fête de Dallas, peut-être. Goldsby, 18h. Donc ça, on va se le marquer 16h30. Pardon, je suis allé un peu vite. 16h30. Donc indice revenu des services de Dallas. Et 18h, Goldsby. Puis 21h, Barr, le vice-président de la Fed, qui va parler aussi. Bon, 23h10, discours de Bowman. Normalement, 23h10, de toute façon, le marché ne bougera pas puisqu'il sera fermé. Mercredi 1er avril, 13h, donc taux hypothécaire 30 ans comme d'hab. À regarder dans les évolutions, notamment de taux, pour voir on va se pencher d'ailleurs sur les taux durant ce travail du dimanche, 14h15. Création d'emplois non agricoles, le chiffre ADP qui commence, vente au détail 14h30. On est sur marché fermé là, mais faut... 15h10, le Barr, encore le vice-président de la Fed qui reparle. 15h45, marquez-vous-le. Par contre, là, c'est un peu plus important. On est sur le PMI manufacturier, 15h45. Et là, c'est le PMI manufacturier donc de toutes les banques centrales. Hein, donc, c'est un peu plus important à marquer. Plus dangereux pour tout le monde. 16h, donc l'ISM. Emploi, notamment emploi manufacturier qui va être important. Et ce sera bon. Normalement, on est bon. Ah, 17h30. 17h30, le chiffre GDP. Le GDP, forcément, après tous ces résultats, on va voir le GDP d'Atlanta, la projection donc du PIB américain sur le trimestre à venir. Allez. Jeudi, des stats sur l'emploi, 13h30, 14h30, bien sûr. Inscription au chômage comme d'habitude. « 14h30, inscription au chômage. Pour Expo, on est bon. 17h, discours de Logan. Pas grand-chose un jeudi. « 17h30, GDP Atlanta, le T1. C'est la dernière publication, ça. Et voilà. Et on sera sur le vendredi de Pâques pour vendredi. Et donc, il n'y aura pas de trading. Du moins pour ma part, moi, je ne traderai pas, ce sera férié. Et oui. Faut penser à ça. 15h45, on aura quand même les chiffres du PMI service. Hein. Alors, je pense que je ne traderai pas vendredi. Je ne traderai pas vendredi, ce sera férié. C'est bizarre qu'ils nous laissent le PMI service vendredi alors que c'est un jour férié pour le marché. Peut-être il ira jeudi. Ouais, je pense qu'il risque de glisser d'ici la fin de semaine. Je pense qu'il risque de glisser à jeudi. Normalement, le vendredi saint, c'est un jour en plus qui est assez marqué. Et il y a très peu de monde.
Dans ce contexte-là, en plus, on verra. Allez, donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Je pense que oui. Allez, bon, donc ce qu'on peut voir sur les marchés depuis... alors, attendez, je vais juste basculer ça. Ce qu'on peut voir sur les marchés depuis là, du coup, quelques jours, forcément, c'est un changement. Si on pouvait voir que la guerre en Iran, au tout début, comme je vous disais, n'avait pas vocation à drainer le marché directement vers le bas de manière très violente. Hein. Tiens, si on prend la bougie donc c'était le 28 février hein, qu'il y a eu le premier bombardement. Tchac, tchac, tchac. Il me semble qu'on était par là. 6 février, voilà. Hop, 26 février. 27, donc voilà, dans le week-end, vous voyez, les marchés, finalement, avaient assez bien, entre guillemets, hein, bien sûr, assez bien accueilli la nouvelle, puisque le vendredi, ils avaient clôturé plutôt vers le 25 000 points, et que dès le mercredi, on était déjà presque au-dessus, on a fait un plus haut et une clôture à 25 128. Donc finalement, il n'y avait pas du tout d'effet réel de grosse panique. On a perdu peut-être en séance dans les 2% et demi, 2% et demi au plus haut, mais de séances baissières, mais ce n'était pas non plus une catastrophe. Et on voit que petit à petit, quand même, on s'est enlisé vers des points de plus en plus bas, et que là, ça y est, on commence à avoir une bougie rouge sur vendredi dernier, assez importante, hein, assez baissière, qui vient tester des points bas assez forts. Et donc, pourquoi ce changement de vision, d'acceptation du contexte par le marché? Eh ben, déjà, on va trouver cette première réponse là-dedans, dans les taux d'emprunt à 10 ans, hein, le 10 ans américain, où on peut voir, bon, si on le dézoome depuis la sortie du Covid, là, vous voyez, 2023, même 2022, on avait eu des pics assez forts. Donc là, c'était quand on faisait face à quand même 5-6% d'inflation, donc c'était face à une grosse inflation aussi pour la Fed, et donc on était rentré plutôt sur un schéma vraiment baissier sur les bons du trésor, sur les obligations, et là on a une zone qui commence à avoir quand même une trajectoire assez forte, assez très horizontale, très quasiment pardon, verticale, qui est puissante. Hein. Là, regardez, ici, c'était la même puissance de zone qui avait rebondi vers 2025, fin d'année 2025. Pardon, été 2025, c'était les moments où justement on avait eu des échanges sur le trésor japonais aussi notamment. Donc bon, on peut survivre à des spikes comme ça qu'on appelle hein, des effets un peu pump du bon du trésor, mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Et à aujourd'hui, ce qui a changé, hein, c'est que tout simplement là, le marché, face à la guerre, dans un premier temps, il s'est dit, tout le monde a cru à la guerre un peu spectacle, la guerre éclair de Trump sur l'Iran, et qui permettrait d'avoir ben voilà, cet effet sur le pétrole et sur le prix de l'énergie d'un pump, mais qui allait retomber comme un soufflet très rapidement, finalement, avec l'annonce d'une fin de guerre. Et là, on commence à rentrer plutôt dans un scénario de guerre qui va s'enliser, qui s'enlise avec l'Iran. On est sur un mois de guerre, donc l'Iran, certes, frappe moins en termes de nombre de frappes, mais il continue à frapper assez intensément pour toucher quand même des postes clés, des postes clés de production d'énergie. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire 1000 frappes si, de toute façon, on fait 100 frappes, mais que sur les 100 frappes, les 100 sont pertinentes et touchent leur cible? Il n'y a pas besoin d'en faire 1000, en fait, finalement, pour que ce soit déstabilisant sur la zone et que ça ait un impact. Donc, finalement, on se rend compte que le conflit est en train de s'enliser quelque part
dans un schéma de guerre et non pas de guerre éclair, comme l'aurait souhaité Trump ou comme quand il a pu kidnapper Maduro ou autre. Ça fait donc un mois qu'on est dans cet épisode de guerre et pour l'instant, si le marché ne s'était pas particulièrement donc, angoissé là-dessus, il commence à basculer vers un marché baissier. Et donc, c'est forcément, il commence à faire basculer, lui, par contre, les bons du Trésor vers un marché haussier qui permet de faire une zone qui va rapprocher la zone 4 et de 4, 5% ici, qui est le plus haut. Et en fait, il est pile au milieu. Et dans le fait d'être entre 4 et 5%, ça pose plutôt un problème pour le marché et pour surtout les banques centrales et l'administration qui est en place. Donc, ça, on peut se dire que le marché, il a ce comportement sur les taux. Et donc, en fait, pourquoi nous, on regarde les taux quand on trade les actions? C'est parce qu'on se dit, ben, toujours pareil, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une rotation un peu sectorielle? Est-ce que l'argent qu'on investit sur les actions, surtout si le prix des actions baisse parce que on va avoir peur du contexte économique mondial, on va avoir peur de l'inflation, on va avoir peur de l'impact que cela peut avoir sur la consommation et on va avoir peur du coup de la baisse que ça peut avoir entre le prix, le ratio qu'on appelle le prix prix-bénéfice, le ratio entre les PO forward, la projection des prix et des bénéfices sur les actions, qui, elle, s'écrase aussi. Est-ce que finalement, il vaut mieux pas sortir cet argent des actions pour aller le prêter à l'État dans un contexte où on va se dire qu'on a un contexte économique difficile, plutôt que de le laisser sur le marché actions? Et ça, c'est quand on est vraiment dans une inquiétude face à l'impact que peut avoir le contexte géopolitique face à l'inflation. Et donc la partie PCE, nous, on le voyait depuis quelques temps déjà, depuis quelques mois. Je vais regarder, voir si je l'ai encore la photo. Je pense que je dois l'avoir, le PCE. Parce que des fois, quand même, j'en enlève. Non, les taux, non. Donc, oui, ben, tiens, là, on va l'avoir là. Le PCE, vous voyez que le PCE inflation, il était aux alentours des 3% ici, depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, et que c'était la difficulté pour la Fed d'arriver à décoller de cette zone des 3%. Souvenez-vous que Powell qualifiait cette inflation de collante, donc collante sur la zone de 3%, alors qu'ils avaient un objectif de 2%. Le risque, donc, c'est que cette inflation elle reparte à la hausse, et ça veut dire que pour l'instant, le marché est focus sur l'inflation. Mais je pense que dans un second temps, il va y avoir en fait des taux qui peuvent forcément repartir plutôt à la baisse, et que pour qu'ils puissent repartir forcément, vous allez me dire, s'ils font ils vont pas faire que monter, il y a bien un jour où ils vont redescendre. Et qu'est-ce qui va pouvoir à un moment donné les faire repartir à la baisse? Il va y avoir deux critères. Forcément, soit le premier, c'est que la guerre en Iran se trouve une solution, et donc ça va calmer les prix du pétrole et ça va tout de suite faire redescendre les taux directeurs. Ou le deuxième, ça va être le contexte économique global. Et nous, on va surtout s'intéresser au risque économique qui peut apparaître ou qui apparaît déjà sur les États-Unis. Ça, c'est ce qui va pouvoir amener le marché à faire baisser ses taux s'il considère qu'à un moment donné, on va avoir une banque centrale qui va être obligée d'intervenir. Et donc, pourquoi aujourd'hui les taux sont montants alors qu'il va considérer que la banque centrale elle peut intervenir? Il va plutôt considérer ça actuellement, parce que si on regarde le CME, si vous allez voir, voilà, ici, sur le site du CME, on peut voir qu'il y a des grandes banques, les grandes banques comme Goldman Sachs ou voilà, JP Morgan, etc., qui projettent finalement des situations de taux qui, eux, carrément puissent projeter que dans l'année, souvenez-vous, on avait une idée que dans l'année 2026, on aurait plutôt une
deux baisses de taux. Donc, c'est-à-dire que la Fed nous avait dit qu'elle aurait une seule baisse de taux, mais le marché, lui, priceait plutôt deux baisses de taux d'ici la fin 2026. Et là, on peut voir que le changement qu'il y a, puisqu'il y a même donc sur la semaine, hein, il y a eu une petite évolution sur la semaine, mais sur la semaine, il y en a même qui pensent maintenant qu'on va avoir des hausses de taux, et notamment Goldman Sachs qui pense que dès avril, on va avoir une hausse de taux au niveau de la Fed. Et donc, pourquoi on va avoir ce sentiment-là? C'est aussi le deuxième élément qui peut apparaître ici dans cette hausse des taux directeurs sur 10 ans, hein, c'est qu'à un moment donné, le discours des banquiers centraux fait aussi monter les taux directeurs, puisque souvenez-vous que les banques, pour qu'elles puissent prêter et injecter de l'argent, hein, dans le marché monétaire et dans la machine, elles vont aussi regarder à quel taux la banque centrale va générer, va créer cette monnaie. Et donc, elles vont essayer de s'aligner en termes de taux entre elles, même dans le marché monétaire, entre elles, elles vont essayer de s'aligner, de suivre ce chemin directeur. Et donc, si elles estiment que la tranche de taux peut monter au niveau de la Fed, elles vont anticiper cette hausse ou cette baisse quand des fois on est dans la baisse, et elles vont aller chercher du coup quand c'est à la baisse plutôt de la liquidité, elles vont sortir sur cet aspect-là et le re-rentrer dans les actions, et là à l'inverse elles vont aller chercher à se rassurer sur quelque chose un petit peu plus solide dans le marché des taux. Donc elles vont rééquilibrer, si vous voulez, en fait finalement la projection qu'elles ont de taux que peut adopter la Fed, et elle, le taux auquel elle prête, que ce soit au gouvernement, ou qu'elles se prêtent entre elles et qu'elles font circuler l'argent dans le marché monétaire. Donc, il y a aussi cet aspect-là c'est aussi le discours des banquiers centraux qui fait monter les taux, puisque toutes les banques relèvent leur anticipation de taux. Donc, l'Iran, forcément, il redistribue complètement les cartes en termes d'anticipation donc de taux dans l'analyse et dans la projection. Mais je pense que la vraie question, alors pour moi, c'est il faut se demander si à un moment donné, ces hausses de taux, quelle est la réalité? Quelle est la réalité de ces hausses de taux? C'est ça la vraie question pour moi, qu'aujourd'hui il faut se poser. C'est-à-dire que le marché baisse en se protégeant d'une éventuelle baisse de taux, parce qu'on est dans un contexte qui risque de devenir un contexte aussi difficile économiquement, et parce qu'on est dans une situation qui peut être très grave et qui peut même générer une crise mondiale, soyons clairs. Euh, si, Est-ce que par contre c'est une réalité de pouvoir penser à ces hausses de taux, et quel en serait l'intérêt? Ou est-ce qu'on est vraiment plutôt, pour l'instant en tout cas, on est plutôt dans de la rhétorique? On est plutôt dans les banquiers centraux disent que, ou durcissent le ton, et envisagent ou parlent ou rediscutent d'une éventualité de hausse de taux. C'est ce qu'il nous avait dit Powell lors de la dernière réunion de la Fed, et il avait dit, voilà, souvenez-vous, je vous avais dit, on a mis plutôt les deux pieds au centre maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt un pied sur la baisse de taux et un pied au centre. Et maintenant, on a remis les deux pieds au centre. C'est-à-dire que lui, ce qu'il nous avait expliqué, c'est que jusqu'à maintenant, on parlait soit on baisse les taux, soit on baisse pas les taux. Maintenant, on a envisagé qu'est-ce qui pourrait faire qu'on baisse les taux, et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait à envisager de remonter les taux aussi. Donc, on essaye de regarder tout le panorama face à nous, et la situation, pour savoir vers quel chemin il vaut mieux aller en fait. On est un peu à la croisée des chemins quelque part. Donc on est au milieu par rapport à avant, où on était un peu plus vers le chemin de baisse de taux. Donc ça, c'est les propos qui ont été tenus, mais ça, c'est de la rhétorique. En quoi la réalité de l'application pourrait être telle? Moi, je me dis, en fait, si vous voulez, quel est l'intérêt de relever les taux? L'inflation, elle arrive que par l'énergie. On est d'accord, l'inflation n'arrive que par l'énergie à aujourd'hui. Là, tout de suite,
elle est à 3%. Quand elle était à 3%, collante à 3%, et qu'on envisageait plutôt d'essayer de la baisser, quand on se décrochait, qu'on arrivait à 2,7, on anticipait, on regardait vers le chemin des baisses de taux. Et cette crise sur l'énergie va venir mettre de l'huile sur le feu, va venir faire flamber cette inflation. Et donc, cette inflation qui va monter va créer plus d'inflation. Ça, on est d'accord. Donc, on arrête de regarder vers la baisse de taux. Ça, on est d'accord. Mais si, si cette crise sur l'énergie, si cette inflation qui va arriver n'arrive que par l'énergie, est-ce que cette inflation sur l'énergie, elle provient d'une demande plus forte qu'avant, plus dynamique, parce que d'un seul coup, tout le monde voyage plus, d'un seul coup, tout le monde consomme plus, d'un seul coup, il y a plus de demandes sur l'énergie, ou est-ce qu'elle provient de la source d'approvisionnement de cette énergie? La réponse, elle est assez claire. Le contexte fait que l'inflation arrive par l'approvisionnement de cette énergie, la difficulté que l'on a à s'approvisionner sur cette énergie-là. Et donc, si la difficulté, c'est l'approvisionnement, en quoi le fait d'augmenter les taux va faire qu'on solutionne l'approvisionnement? En quoi le fait de monter les taux va ouvrir le détroit d'Ormuz? Ça va rien changer. En quoi le fait d'augmenter les taux va créer plus de solutions pour faire sortir les réserves de pétrole qui ne sont pas utilisées à aujourd'hui? Rien du tout. Ça va ralentir la demande d'augmenter les taux. Donc, si on parle d'augmentation de taux réelle, j'ai du mal à voir l'intérêt et l'impact que ça peut avoir. Et donc, là, on peut regarder, si vous voulez, le deuxième schéma qui est pas mal. C'est un bon schéma parce que Bloomberg fait souvent des super schémas. Le deuxième schéma qui est trois projections qu'a publié la Banque centrale européenne, hein, cette semaine. Et donc là, ils ont trois scénarios possibles. Premier scénario possible, c'est le scénario de base, on va dire, OK. C'est que l'Europe a une inflation à 2%, a atteint son objectif d'inflation de 2% depuis déjà quelques temps. L'Europe a mis en place une dynamique de baisse de taux. Ils étaient arrivés au seuil de baisse de taux qui considéraient favorable, et même ils se demandaient si finalement ils n'allaient pas rebaisser les taux, peut-être même avant la Fed. Donc, ils étaient plutôt dans quelque chose de positif, puisqu'on avait une croissance qu'à 1%, il fallait essayer de dynamiser cette économie. Donc, on était dans le scénario de base. Ici, scénario de base, une inflation à 2%, on a un pic, ça dure à peu près 3-4 mois, hop, ça redescend, et finalement, vous voyez, on repasse même sous les 2% vers fin d'année 2026, début d'année 2027, pour après revenir aux 2%. Et donc, en noir, on va avoir donc du coup l'inflation qui exclut, hein, l'énergie et la nourriture, et donc qui, elle, reste plutôt stable, plutôt cohérente. Donc ça, c'est le scénario de base. Le scénario qu'ils appellent adverse, le scénario un peu plus à risque, et une inflation qui monte, qui double, hein, quasiment, qui monte assez rapidement jusqu'à 4%, hein, qui double par rapport à ce qu'on a maintenant, et qui assez vite, comme elle est montée, retombe dans l'année, finalement, pour finir l'année. On voit bien là qu'on est à peu près à 2027, et que là, c'est à peu près pareil à 2027, pour finir l'année là où on l'avait commencé, voire même en dessous, avant que tout se rejoigne. Pourquoi on a ici, du coup, l'inflation qui exclut l'énergie, qui augmente aussi? Ben, c'est que si on a un dumping trop fort au niveau de l'énergie, ben forcément, comme l'énergie vient dans tout ce qui est source de production, forcément, tous les produits créés avec l'énergie vont coûter plus cher. Et donc, l'inflation va se répercuter sur tous les produits, hein, et sur la logistique, sur les livraisons, sur toute la consommation. Donc, on a aussi une augmentation de l'inflation qui reviendrait après sur un équilibre. Et on a
ici un scénario donc bien plus sévère, bien plus dangereux, qui aurait un pic jusqu'à 6%, donc 3 fois plus d'inflation que ce que l'on aurait maintenant, et avec donc une inflation globale qui se rejoindrait aux 4% en 2027 avant de pouvoir rebasculer à 2% vers la fin 2028. Hein, et donc, on serait parti là presque pour 2 ans d'inflation à plus de 4%. Et donc, pour contrer ça, la Banque centrale a déjà dit que son scénario, ce serait d'augmenter les taux plusieurs fois et que donc forcément, si elle devait faire face à ce sévère scénario, elle aurait pas d'autre solution que d'augmenter les taux. Maintenant, ben, augmenter les taux, donc comme je vous disais, quel est l'intérêt d'augmenter les taux si on monte jusqu'à 6% d'inflation? C'est qu'on est bien dans un problème d'approvisionnement, c'est qu'on est bien dans un problème de géopolitique, de contexte, et donc, à un moment donné, c'est qu'on est aussi dans un problème mondial. Et dans ce problème mondial, il faut aussi considérer les positions de chacun. Les positions de chacun, ben, nous, on va regarder ça au terme global de l'Europe, les Américains vont regarder ça au terme global de l'Amérique, et le bloc, on va dire, de l'Est va regarder ça aussi dans son intérêt. Qui est l'allié principal qui continue de faire du commerce et de travailler avec l'Iran? Ça va être la Russie et la Chine. La Chine, l'Iran, premier pays fournisseur de pétrole de la Chine. Si Je pense que si demain on arrive dans un scénario où on a 6% d'inflation, si l'Europe a 6% d'inflation, ça ne veut pas dire que les Chinois, ils ont qu'un seul pourcent d'inflation. Hein, ça, c'est impossible. Là, on est sur un problème global, mondial. Si demain on a une inflation à 6%, ça veut dire aussi qu'en face, on va avoir un gros manque de consommation. Il va y avoir une grosse difficulté de rythme de consommation pour les pays européens et pour le reste du monde. Est-ce que, à aujourd'hui, la Chine, qui a des problèmes de croissance, est capable d'absorber une telle inflation et est capable de supporter un manque de consommation et de ses exportations, du coup? Je pense qu'à un moment donné, il y en a quelques-uns qui vont commencer à taper à la porte en disant: «Vous êtes mignons, mais tout ça, il va falloir que ça s'arrête parce que nous, on risque de tousser, quoi. On risque d'avaler un peu de poussière, là». Donc finalement, c'est pour ça on a appelé ça Trump face au calendrier, parce que finalement, c'est un calendrier qui est en train de se mettre en place, qui va faire que ben, il y en a d'autres qui vont rentrer dans la danse en disant quand est-ce que ça s'arrête parce qu'on commence à subir le temps, la durée du conflit. Donc, les Russes notamment, les Russes avec toute l'inflation qu'ils ont eue par rapport à leur guerre, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas envie non plus de se retaper de telle inflation, même si ça leur permet de financer une partie de leur conflit, c'est quand même un gros choc. Et si vous voulez, donc le lien qu'on peut faire, ça va être du coup ben, l'inquiétude monétaire que va avoir le marché. Parce que souvenez-vous, on vous avait dit, il y a à peu près maintenant 10 mois, 8 mois à peu près, Powell nous avait parlé de ce resserrement qu'il y avait sur le marché monétaire. Et vous vous souvenez, je vous écrivais ça comme l'huile qui est dans le moteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus c'est liquide, plus c'est fluide, mieux c'est pour que la circulation se fasse et que ça veut dire qu'on est dans un marché de confiance. Moins on va être dans un marché de confiance, plus la monnaie va se resserrer et plus ça va devenir difficile pour les banques, difficile pour les prestataires, pour les banques de se prêter notamment entre elles. Et donc, vous comprenez bien que plus le risque géopolitique, le risque de récession va arriver face à nous, et plus les banques elles vont avoir du mal à se faire confiance et à se prêter. Et peut-être elles vont vouloir aussi coffrer la liquidité pour se protéger face à, imaginons, au sévère scénario. Parce que vous vous doutez bien que si on arrive dans ce scénario-là, il y aura énormément de dégâts économiques. Hein. Vous vous doutez que si on est parti pour 2 ans presque à 4% de moyenne d'inflation, à aujourd'hui, l'économie européenne, donc toute l'Europe, hein, tous ensemble, produit 1% de croissance. 4% d'inflation, 1% de croissance, on est,
on ne peut pas l'absorber là, hein, c'est plus la sortie du Covid. On n'est pas sur une sortie de Covid où on avait des salaires qui montaient de 5-6%, qui généraient de l'inflation et qui généraient aussi du revenu et de la consommation. Là, on est purement dans quelque chose où on n'a pas de croissance et on a énormément d'inflation. Ça va tirer la croissance encore plus vers le bas et donc on va souffrir. Alors, à moins que l'idée des banques centrales, ce soit que euh, dû à cette crise sur l'énergie, les entreprises sont obligées de répondre à cette inflation par des hausses de salaire et par de la dépense pour les salariés et pour leur permettre d'avoir un niveau de vie d'accepter cette hausse sur l'inflation. Et donc, à ce moment-là, ça aurait du sens d'augmenter les taux pour que finalement cet argent qui soit injecté serve finalement à absorber l'impact, l'inflation énergétique, mais ne serve pas à doper l'économie et générer encore plus d'inflation finalement que celle que l'on peut avoir. Mais à aujourd'hui, le risque aussi, il est qu'on est face à des pays qui ont énormément de dettes, surtout donc les Américains et les pays occidentaux, hein, surtout, plus que les pays du bloc de l'Est, et que cette dette, quand on a des taux d'emprunt qui commencent à monter, 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 à l'instant T, ça n'a aucun effet parce qu'on n'emprunte pas tous les jours non plus sur la dette publique. Mais quand il va falloir à un moment donné déboucler des obligations et pouvoir réemprunter sur le marché, si le contexte il est pas favorable, ça veut dire que ça va nous coûter de la dette, de générer de la dette. Et donc, du coup, c'est pas du tout le bon signal parce que quand il va falloir intervenir, ça veut dire qu'on ne pourra plus trop intervenir sur le marché pour l'aider, pour le soutenir. Et donc, puisque finalement, la dette servira à payer des intérêts de dette qui sont plus élevés plutôt que de financer ou d'aider, d'impulser l'économie. Donc, le risque, il est quand même majeur. On est vraiment là sur un point d'équilibre, on est vraiment sur un fil, hein, c'est du funambulisme, et Trump joue avec le feu. Et donc, pourquoi il peut être aussi face au calendrier? C'est que, dans une moindre mesure, les États-Unis sont censés accueillir quand même un événement majeur mondial dans quelques mois, dans 3-4 mois, et que si un conflit en Iran perdure d'ici 3-4 mois, puisqu'on ne pensait pas hein, que ça puisse déjà durer un mois, on imaginait mal Trump rentrer, si vous voulez, dans, dans comment dire, euh, s'obstiner pendant un mois. Hein, quelque part, il valait mieux qu'ils frappent stratégiquement quelques endroits, qu'ils disent ça y est, on a tué le guide suprême, on a renversé ça, on s'en va, et maintenant on demande à l'Iran d'arrêter d'arrêter ses recherches, etc., et de continuer, si vous voulez, un petit peu la situation, juste en ayant bombardé quelques endroits stratégiques. Sauf que là, en fait, il ne veut pas entre guillemets, un petit peu perdre la face. Et comme il s'est fait un petit peu traîner dans cette guerre, il veut essayer d'aller jusqu'au boutiste, d'aller au bout de la chose. Sauf que c'est très, 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 très dur. Par l'histoire le montre, c'est très, très dur de pouvoir renverser ces régimes-là et de pouvoir réellement s'installer. Et de toute façon, souvent, finalement, si on fait le bilan et si on le regarde et on le remarque, on ne s'y installe jamais. La démocratie ne s'y installe jamais. L'Afghanistan a laissé place aux talibans. Chaque fois qu'on s'en va, quand je dis on, c'est les Occidentaux. Chaque fois que les Occidentaux, sous l'étiquette démocratique, s'en vont du territoire, finalement, c'est des territoires qui sont récupérés par des groupes qui sont bien pires encore que ceux qui pouvaient être là avant. Donc, est-ce que Trump va aller jusqu'au boutisme comme ça? Il est capable de tout. Trump, il est capable, dans 7 semaines, de dire qu'il arrête la guerre et de partir,
d'accord? Quelque part, et de dire que c'est une grande victoire, parce que en fait, ce qui compte, c'est pas la vérité du terrain avec Trump, c'est ce qu'il a envie de dire. Donc, comme s'il a envie de dire que c'est une victoire, il matraquera tous les médias, tous les jours, toutes les secondes, tous les micros qui lui seront tendus, que c'est une victoire, qu'ils ont tué les chefs suprêmes, que les guides suprêmes, que l'Iran doit se reconstruire et qu'ils ont perdu 25 ans de recherche sur le nucléaire et que donc on est tranquille avec eux pour les 25 prochaines années. Et il récupérera ses hommes et ses avions et il partira. Ça, il est très capable de le faire, s'il faut, ce soir à minuit, d'annoncer ça. Ça, c'est pas un problème pour lui parce que de toute façon, c'est lui qui choisira si c'est une victoire ou pas. Donc, c'est même pas la réalité du terrain qui va choisir. Et, mais dans 4 mois, il reçoit la Coupe du monde de foot. Donc, ça veut dire qu'il va recevoir tous les pays du monde entier. Et on sait que c'est pas, c'est comme quand il y avait les JO. Souvenez-vous, il y a eu les JO en Russie, et c'est le moment où il y a un conflit en Crimée. Ben, les Russes n'ont pas bougé pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Puis, une fois qu'ils sont tous montés dans l'avion et qu'il leur a serré la main, allez, merci, à bientôt, ciao. Le lendemain, les chars russes, ils étaient à l'entrée de la Crimée, ils récupéraient, ils plantaient le drapeau, ils disaient ça y est, maintenant ça c'est russe. Donc, pourquoi? Parce que c'est toujours un petit peu délicat quand on est sur le devant de la scène mondiale et que on est sur un milieu festif normalement et de cohésion, un moment en fait où normalement on montre au monde qu'on est capable d'accueillir tout le monde et de bien les recevoir, etc. C'est toujours difficile de en même temps mener un conflit de front. Donc je pense que là-dessus déjà Trump, il va falloir qu'il fasse peut-être un choix. Stratégiquement aussi, je pense que Trump, il a au mois de novembre, fin octobre-novembre, les midterms qui arrivent, hein, les élections de mi-mandat, donc pour l'élection ce que nous pourrait être en fait des élections des députés de l'Assemblée à notre échelle. Et donc, il a ces élections de mi-mandat qui arrivent. Et je pense qu'il avait cette envie de surfer sur la réussite de cet événement majeur mondial de la Coupe du monde de foot pour essayer de récupérer des voix et un bon contexte pour les midterms. Parce que s'il a de la consommation, s'il y a du monde qui vient, s'il y a du tourisme et que ça amène une dynamique économique, on le sait, souvenez-vous en France des JO, nous, à Perpignan ou ailleurs dans la France, on n'a pas vraiment subi l'intérêt positif des JO, mais par contre, ben, économiquement, quand vous regardez, sur cette période-là, il y a eu plus de dépenses, il y a eu plus de consommation, il y a eu plus les personnes, la France était plus heureuse que ce qu'elle peut l'être maintenant par rapport à la période où il y avait les JO, même si c'était que sur Paris. Donc, on a cette fierté de se dire, bah, c'est chez nous, on reçoit tout le monde, il y a de la consommation, etc., etc. Donc, je pense qu'il voulait surfer sur cette vague-là, Trump, pour ses midterms, pour essayer d'aller chercher quelques sièges aux midterms ou des sièges qui ne lui sont plus promis autant qu'ils devraient l'être et essayer de les récupérer. Donc, le calendrier qui arrive face à lui ne va pas lui permettre de passer 1 an, 6, 8, 10 mois de guerre supplémentaire au Moyen-Orient. Et donc, peut-être que c'est ça qui va pouvoir sonner la fin de ce conflit, on l'espère le plus rapidement possible, parce que ça devient vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux pour l'économie mondiale, sachant que en plus de ça, les menaces iraniennes sur notamment le fait de pouvoir bloquer non pas que le détroit, non pas que le détroit d'Ormuz, mais tout le golfe, hein, en fait, sur lequel on passe, pouvoir mettre des mines maritimes, etc., crée quand même vraiment, et comme ils ont prouvé quelque part, si on peut dire, que leurs propos de dire nous on est capable manu militari de vous attaquer, de vous toucher et de détruire certaines zones stratégiques par rapport à nos équipements et qu'ils l'ont prouvé en le faisant, bah maintenant les menaces qu'ils prononcent,
sont beaucoup plus prises au sérieux que ce qu'elles ne pouvaient l'être avant. Et ce qui fait que, regardez, si on prend quand même ce qui s'est passé cette semaine, donc c'était, tac, ici. Attends, là, je suis au 3 février. Si on regarde ce qui s'est passé un petit peu, donc là, sur la semaine, on était le 23 mars. On va se le remettre là. Cette semaine, regardez ici, lundi, bon, ben, un gros pic haussier, un gros rebond. Pourquoi? Ben, parce que déclaration de Trump. Hein, mais regardez, le rebond nous amène à 750 quasiment donc de suite, mais finalement on finit la journée plutôt sur les 400. Donc déjà, la moitié du rebond se bouffe sur la journée. Et derrière, mardi ou mercredi ici, je crois que c'était là, nouvelle déclaration, hop, on essaye de repartir, on croit au W, c'était sur les 21h, c'est ça, mardi 21h, quand il dit que finalement il est en train de négocier avec des Iraniens, etc. Et puis que les Iraniens derrière à la télé disent non mais je sais pas avec qui il négocie parce que nous on n'a jamais parlé avec lui. Enfin c'est risible hein, quand même. Vous imaginez qu'on en est rendu à regarder les infos et ne plus savoir lequel des deux régimes dit le plus de conneries. C'est-à-dire que normalement, quand même, si on avait un président un petit peu occidental qui prend la parole, avant, on donnait un peu plus de fiabilité à ses propos qu'aux propos d'un guide suprême iranien ou qu'aux propos d'un Iranien tout court. Hein. Et finalement, on se rend compte que, ben non, il n'y a pas plus de confiance à avoir sur le propos de Trump que sur les propos des dirigeants iraniens. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, regardez, ça, c'est la première bougie, la première annonce de possible paix. La deuxième, OK. Et donc, finalement, et je crois que ici, c'est pas loin de jeudi aussi, à un moment donné, la troisième, où il dit qu'on lui a même demandé d'être lui-même le guide suprême iranien. Elles sont de plus en plus petites. C'est-à-dire que le marché, comme les algos, croit de moins en moins à ce que dit Trump, en fait, hein, à ce que dit Trump sur l'Iran. Et le marché va se mettre que à croire, hein, si on peut le dire comme ça, qu'à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, pour l'instant, elle n'est pas très jolie. Voilà. Donc, j'espère que c'était parce que c'est un peu plus technique, niveau des taux directeurs, l'impact sur les taux, etc., le pourquoi des taux. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions, profitez-en et on va regarder un petit peu les zones. Dites-moi si Merci. vous voulez, Perso, si ça vous avez va. des questions. Pour moi, ça va, merci. Bon, ben donc, si ça va pour Michel et que les autres disent rien, c'est que ça doit aller aussi. Voilà. Ouais, salut Maxime. Et salut Maurice, ça va? Voilà. Ouais, Oh, Ouais. salut Maurice. ouais, salut tous. Ouais, pour les taux, je sais pas si on en a parlé, mais je pense que c'est mort cette année, il y a plus de baisse, hein. Ça peut t'attendre. Hein. Ben, voilà, justement, c'était. Bon, après, j'ai vu que tu es arrivé en cours. Ouais. Ben, on disait oui, que donc, pour moi, il n'y aura plus de baisse de taux cette Ouais. année. Potentiellement, la projection actuelle du marché, c'est même l'anticipation d'une hausse de taux. Maintenant, dans quelle mesure, en fait, on disait dans quelle mesure l'intérêt de la hausse de taux peut être vraiment, que ce soit pas que rhétorique, mais réel, c'est le fait de se dire, ben, si l'énergie, en fait, je pense que le point de basculement, ce sera si l'inflation n'arrive que par l'approvisionnement, alors on n'aura que des propos qui nous laissent penser qu'éventuellement on aurait une hausse de taux cette année. Si à un moment donné ça se traduit dans le fait que nos économies occidentales sont obligées d'augmenter les salaires des personnes, d'essayer d'ajouter de l'argent et donc de générer encore de l'inflation sur cette inflation énergétique, là oui, ils n'auront pas trop le choix parce que en fait finalement ça va créer sinon trop d'inflation. Mais à aujourd'hui, la problématique, elle
elle est que d'approvisionnement. On n'a pas d'inflation de salaire encore marquante. Bon, c'est normal, ça fait qu'un mois, mais on n'a pas d'inflation encore marquante qui puisse faire peur au point que je pense que l'on mette en place des hausses de taux parce que je n'y vois pas l'intérêt, je ne vois pas en quoi, pour l'instant, dans l'immédiat, la hausse de taux réouvrirait le détroit d'Ormuz. Voilà, c'est clairement. Hein, ce qu'il nous faut, c'est réouvrir ce détroit, c'est refaire circuler les marchandises. Voilà. Ouais, j'ai vu à cause de ça qu'il y avait l'hélium aussi. L'hélium et les rames, là. Tu sais qu'il y a de moins en moins de rames d'ordi qui se battent, Nvidia et les autres pour, tu vois, qui va avoir le plus de rames. Après, bon, sans faire tiens, on va prendre ça. Regardez, si on fait. Avec l'hélium aussi, avec l'hélium, on fait comment on appelle ça? Des composants électroniques. Je ne savais pas, j'ai appris ça la semaine dernière. Tiens, si je fais, hop, donc, il y a ça, il y a l'engrais aussi. Bon, pour les trucs asiatiques et tout ça, là. Sans engrais, pas de soja et pas de plein. Et il y a plein de choses pour les Asiatiques qui vont manquer. Je l'ai vu hier ou avant-hier, ça. Oui, et mince, tiens, hop. Regardez, parce que savais pas. Tout le Golfe, ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire aussi qui c'est qui bénéficie réellement du détroit d'Ormuz. Parce que, en fait, si vous voulez, quand vous placez l'Iran ici sur la carte, vous voyez bien que finalement, nous, vous vous doutez que ce n'est pas nous, les Européens directement, qui recevons par ce détroit les produits direct, d'accord? C'est directement l'Inde, la Chine qui, par ici, récupère tout ça, ok? Et nous, les produits chinois qui, à contrario, après, reviennent, passent plutôt par ici, par le Yémen et remontent par l'Égypte, ok? Pour pas faire le grand tour. Pas faire le grand tour en dessous de l'Afrique, d'accord? Bon, sauf que ce qui est en train de se passer, bon, on ne va pas rentrer dans trop de géopolitique. Nous, on essaye de rester dans du trading, hein, mais dans l'économique. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que les outils, ils sont en train, les Iraniens, de rameuter avec eux, si on peut dire, les Yéménites. Hein, et donc, d'essayer de bloquer ici ce détroit-là. C'est le canal de Panama, ça. Voilà. Et non, non, mais il y aura le canal de Panama. Ça, c'est le détroit d'Abel Mountain, là où je ne sais pas comment on dit ça. Et donc, si on bloque, si ici ça commence à se bloquer, là, par contre, on commence à vraiment toucher l'économie mondiale. Ce qui se passe, c'est que, regardez juste 2 secondes, et je pense que c'est quelque chose qui est réfléchi actuellement par les Américains, ne croyez pas, hein, c'est que la Chine ici, lorsqu'elle veut envoyer un produit, parce que c'est quand même la Chine qui exporte le plus de produits au monde, hein, on est d'accord, et les Indiens, ou Bangladesh, etc., tous nos vêtements, tout ce qui est fabriqué en Asie. Lorsqu'ils veulent nous envoyer un produit à nous, Européens, ils ont besoin de passer, donc, ici, on a dit, par ce golfe-là, et de remonter, canal de Suez, et de revenir. Voilà, pardon. Canal de Suez, et de revenir. Si les Iraniens ont besoin de leur envoyer du pétrole, si le Koweït, l'Irak, etc., l'Arabie Saoudite, ils passent par le détroit d'Ormuz, ok, ça va aller là. Très bien. Maintenant, quand les Chinois, les Indiens, etc., les Thaïlandais, ils ont besoin d'envoyer un produit aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'ils passent par là? Ils font ça, ils passent là ou ici par le canal de Suez, ils remontent là la mer Méditerranée, ils passent par Gibraltar et après ils traversent tout l'Atlantique là? Non, la Terre elle est ronde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça, hop, ils vont là et ils reviennent directement aux États-Unis. Donc, en fait, les États-Unis, si vous voulez, comme les Japonais, c'est pour ça que les Japonais et les États-Unis ont toujours été un peu plus alliés. C'est parce que finalement, en fait, le Japon, pour envoyer des pièces aux États-Unis, il passe par là. Donc, les États-Unis ont moins de risques que nous à la situation actuelle. C'est pour ça que nos dirigeants, ils veulent tous envoyer un porte-avions dans ce détroit et essayer de réguler la situation. Et ça arrive. Donc là, si on regarde même nous et on essaye de le rapprocher économiquement à ce qui s'est passé, souvenez-vous que Trump, il fait quoi? Début d'année dernière, il annonce des droits de douane sur les produits chinois, il annonce des droits de douane sur les produits européens. Il dit qu'il faut que tout le monde vienne négocier avec lui pour ne pas avoir ses droits de douane et que ce soit les Chinois ou les Européens ne veulent pas négocier.
et lui montrent en retour, lui font face, en fait, entre guillemets. Puis arrive le moment, il y a quelques semaines, où les droits de douane, qu'est-ce qui s'est passé avec les droits de douane? C'était pas bon, non? Il n'avait pas le droit, non? Ils ont été retoqués, ils ont été refusés par le Congrès. Voilà. Judiciairement, on lui a dit qu'il n'avait pas le droit. Mm. Eh bien là, est-ce qu'il n'est pas capable, Trump, d'en prendre d'autres des droits de douane? Parce que si ici, il arrive à sécuriser ce détroit et que les Yéménites commencent à faire leur bordel aussi et qu'il arrive à sécuriser celui-là, il peut dire, pas de souci les gars, vous voulez passer par ces eaux-là, il faut payer. Et en fait, ces droits de douane qu'il ne peut pas nous appliquer légalement dans son pays, il va nous les appliquer ici. Et quelque part, lui, le risque, il est indirect pour lui, il est direct dans l'économie mondiale, mais il est indirect pour lui par rapport à nous. Puisque là, nous, ça nous met en péril possible. Hein. C'est-à-dire que là, pour que nous, on puisse avoir des produits et en même temps, il met une pression sur la Chine sans taper la Chine directement, en tapant un de ses fournisseurs principaux de pétrole. Ils viennent taper dans l'économie chinoise et en leur mettant la pression, en disant « Ah oui, vous ne vouliez pas négocier avec moi, vous vouliez me couper les terres rares. » Ok, voilà, moi je vous coupe une source d'énergie principale. Si on va un peu plus et qu'on regarde aussi, le jour sur le tungstène aussi. Le jour de la capture de Maduro, la veille, qu'est-ce qui s'est passé? La veille, il y avait des dirigeants chinois qui étaient là-bas pour négocier avec le Venezuela de récupérer du pétrole et de signer des deals pour le pétrole. Et à ce moment-là, le lendemain, Trump arrive et capture Maduro. Ouais, mais là, c'est un peu truc parce que j'ai vu qu'en fait, le pétrole de eux, là, c'est comme du Nutella. Et le pétrole des Américains, ils ont besoin du pétrole comme l'essence, tu sais. Et comme les trucs sont vétustes, c'est les Chinois qui vont investir au Venezuela, ils vont se partager le machin. Voilà, mais les Américains, ils ont besoin d'un pétrole parce que nous, on parle du pétrole pour qu'il se consomme, notamment à la pompe. Mais aujourd'hui, si les Chinois ils étaient allés au Venezuela, c'était pour essayer de récupérer une source. Exactement. Et on vient, en plus de faire tomber le dirigeant qui était censé signer cet accord avec les Chinois, on vient derrière, Trump vient derrière, mettre la pagaille sur le principal fournisseur de pétrole chinois. L'Iran, c'est le pays qui fournit le plus de pétrole à la Chine. Donc, ce qui se passe, nous, ça nous semble un peu, on se dit, il tape l'Iran, mais on peut toujours le relier à quelque chose d'économique. Et donc, à un moment donné, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, les Chinois, on les entend pas trop sur le sujet, mais à un moment donné, il va bien falloir que si ça continue pendant 1 mois de plus, 2 mois de plus comme ça, bien sûr que la Chine ne peut pas accepter d'avoir 6% d'inflation ou 4% d'inflation sur ses produits. Parce que derrière, ça voudra dire qu'elle va moins exporter, puisque nous, il n'y aura pas la consommation en face, elle va moins exporter, elle va mettre en danger son économie. Alors, l'élément qui va aider la Chine, c'est que son endettement par rapport au PIB n'est pas aussi important que celui des pays occidentaux. Donc la Chine peut aider son économie, peut aider ses entreprises et injecter de l'argent dans le système, tout simplement, créer de la dette. Voilà, elle peut créer de la dette par rapport à nous qui sommes ici. Voilà, on a déjà l'eau ici, nous. Donc, si vous voulez, de temps en temps, quand la vague, elle bouge comme ça, on arrive à sortir le nez pour prendre une inspiration, mais on ne peut pas jouer trop. Eux, ils ont l'eau là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Voilà, le quid de la dette qui devrait perturber. Et Trump, souvenez-vous que Trump met la pression à Powell pour baisser les taux. Souvenez-vous qu'il mettait la pression à Powell pour baisser les taux, soi-disant de 125 points de base, comme il disait, il aurait dû baisser, parce que la dette américaine flambe. D'accord ? Donc voilà. Donc ça va être ça, je pense, le calendrier qui va un petit peu, à un moment donné, sonner la fin de ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut
allez, c'est bon du coup pour tout le monde? Ouais, je pense. moi c'est bon. Allez. Je parle tout le Donc, temps. qu'est-ce qu'on peut... hop, on va revenir sur... Qu'est-ce qu'on peut attendre économiquement, enfin, en termes de trading? Bon, ben, si vous voulez, clairement, hein, on va même pas s'attarder aux situations d'achat à un marché nord, parce que c'est quasiment inenvisageable que le marché rebondisse. Comme on l'a dit, on ne va pas le répéter, mais en gros, là, tout de suite, dans l'instant T, ce qui lui permettrait de rebondir, c'est la fin de la guerre. S'il y a la fin de la guerre, qu'est-ce qui lui ferait que le marché arrive à 24 500 ici ou à 25 500 par là? Comment le gérer? Ben ça va être de quelle est la réelle fin de guerre, en fait? Est-ce que c'est parce qu'on a trouvé réellement un accord? Est-ce que c'est parce que Trump dit, bon, ben, on arrête, on se retire, mais on laisse ceux qui sont en place? Vous voyez, donc tout ça, c'est trop dur. On ne peut pas, comme c'est sur un événement géopolitique que le marché pourrait rebondir et rien d'autre, ben, on ne peut pas identifier de zone technique sur laquelle il va s'arrêter. Parce que selon ce qui est trouvé, ça peut être grandiose, ça peut être on peut être plus haut que ce qu'on était quelque part. Vous voyez. Donc voilà. Et à la baisse, donc on va plutôt s'intéresser à la baisse parce que le marché, là, je pense que clairement, il va plutôt ouvrir vers les 23 000, 22 900 points. Je ne serais pas étonné qu'il touche 22 900 dès l'ouverture de minuit et qu'il remonte à 23 000 assez rapidement. Et après, peut-être qu'il essaye même d'aller rechercher les 23 150 là pour après vivoter dans la nuit jusqu'aux 23 000. L'ouverture européenne ne devrait pas aider à rebondir non plus. Donc voilà, on peut avoir, voilà, ici même, vous voyez, 23 000, cette zone-là, là, qui est très très bonne quand même. 23 000 piles, 23 028, 23 025, là, 23 040. Voilà, c'est vers là que je pense qu'on doit ouvrir dès l'ouverture. Et nous, ben, quand le marché américain ouvrira, si on est plutôt, vous voyez, vers ici, vers les 900, 22 900, je pense que le marché reviendra à 23 000, 23 050, là à peu près, pour après ben, retomber et donc continuer. Donc ça, on va se le marquer. Si, donc, hop, ah oui, bon, vous voyez, on prend le temps, vous voulez qu'on prenne le temps de regarder ce qu'on avait dit la dernière fois et ce qui s'est passé? Bon, là, ça fait déjà 1 heure. Allez, bon, c'est passé, hein, ce qui est passé est passé. Hein. Parce que je sais qu'on avait dit l'ouverture était bonne, on était pile sur le bon point. Bon, peu importe. Allez, donc là, ouverture minuit sur 23 000. Moi, je pense, hein, sur 23 000, 23 025, à mon avis. Mais là, si on se met, mettons, à 150 à la vente, poum, ça nous prend et ça va à 23 000. Ouais, ça te prend, oui. D'accord. C'est pas Et dit que ça te prenne. Comment tu fais pour le traverser. positionner avant que... La dernière fois, à minuit, je n'ai pas pu me mettre avant. Non. Tu vois, tu vas le mettre normalement si tu es à 23h58 voilà, par exemple, normalement voilà. il va te mettre l'ordre mais en orange, genre en attente. D'accord. Et dès que le marché va ouvrir, tac, ton ordre il va passer du coup en bleu ou Ouais. je sais plus, en rose, je crois que c'est. Et là, soit la mèche elle va te traverser. Si tu es en achat, le problème c'est que si tu es en vente limite, tu seras traversé. Ouais, il faut Tu le sais. marcher. Ouais, Tu ne seras pas exécuté. Si tu es en vente marché, ben, tu seras poussé. Ouais. Maintenant, soit tu es poussé vers, par exemple, le 100 et comme ça va à 23 000, ben, tu seras bien. Ouais. Soit tu es poussé à 23 021 et ça va descendre à 19 et ça va remonter. Ça fait et comme là, les bougies, en là, fait, pas quand on bien. faisait Voilà. les bougies. Ouais, Hein, ça voilà, fait c'est ça, ça. comme les annonces, Ouais, en fait. ben oui, c'est pareil. Donc, c'est pas intéressant. C'est. Okay. Et si tu es en limite, ben, il y a très peu de chances que tu sois exécuté, forcément. Parce qu'il y a un moment de ça, j'ai dû attendre ça fait 2 mois au moins, ou plus. J'avais dû attendre jusqu'à minuit. Et putain, je voulais me mettre le truc, c'est impossible de le mettre. Hein. Ça m'a pris quand même, mais bon. C'était galère.
Donc voilà, je pense que l'ouverture sera par là. On devrait dans la nuit, revenir vers 2350, 23 à peu près, ouais, 2350, je pense. Peut-être 180 ici. Puis européen, direction donc 22 900. Et nous, si on ouvre à 15h30 sur 22 900, à ce moment-là, attendre rebond possible sur 23 000. D'accord, ok, 23 000, voire 23 000 ici, vous voyez, 23 050, d'accord. Et retour après, vente sur 22 900, à mon sens. Voilà. Ok, il y a eu un commentaire. Tac, merci. De rien, Maurice, avec plaisir. Bise. Donc voilà. Après, mardi, de toute façon, bon, clairement, hein, c'est simple. Hein, lundi, on peut perdre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a Powell qui parle. Si Powell nous parle de hausse de taux, d'accord? Si Powell, il peut y avoir deux discours. C'est pour ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Soit Powell, il nous dit quoi? Il nous dit que finalement, une hausse de taux immédiate dans le contexte actuel où la crise inflationniste arrive que par l'approvisionnement, il n'y voit pas d'intérêt. Et là, le marché va souffler et on peut avoir un rebond. D'accord? Et alors, quand je vous dis un rebond, on n'aura pas un rebond qui va nous permettre de revenir sur les 25 000 points. Hein. Mais voilà, revenir 23 800, 24 000. OK? 24 000. Ça, ce serait pas mal. Avec, ce qui serait un Ça beau fait beaucoup rebond. quand même. Ça fait un beau rebond. Bah ouais, mais Ben bon, ouais, je veux, là, ouais. il apaise les choses. Ça veut dire D'accord. on a clôturé à 250, on fait 2% de hausse. Mm. De 500, 750, tu vois, ouais, 3% de hausse, 2,5, peut-être 3, allez, peut-être 800, tu vois, 2,5, 2, quelque chose. OK? Et Ouais. donc là, quelque part, bah, Powell, il a joué son rôle, il a calmé le jeu, il dit, voilà, pour l'instant, on n'est pas non plus dans l'idée d'augmenter les taux. On est juste, on regarde ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est possible. Si Powell, il nous dit que, ben, voilà, que c'est envisageable d'avoir des hausses de taux parce que si c'est la solution, nanani, nanana, là, là, ça peut vite partir. Hein. Le Nasdaq, le couteau qui tombe, ça lui fait pas peur. Hein. Je vous le dis, tirer la Oui, oui. chasse, il a aucun problème avec ça. Hein. Il peut aller à 22 800 comme qui rigole. Perdre, allez, on est quoi là? On est à 300, 220 là, on est. Ouais. À 2%, ça fait. C'est rien, hein, 22 800. Pour lui, c'est rien. Hein. Il peut revenir, il peut perdre du 5-6%. Hein. De 800, ça fait à peine 400 points, ça. Ouais. C'est beaucoup pour nous, mais c'est pas tant que ça. C'est ça. Il peut revenir ici, là, vers les 22 000 points. Hein. Si Powell ne les rassure pas et si Powell les inquiète, il peut revenir vers 22 080, 22 000. Si Powell ne les rassure pas, mais ne les inquiète pas, on restera entre les 22 900 et 23 000. OK? Allez, donc ça, on va se marquer. On va se marquer ça. Donc, parce que 22 000, en fait, ça fait une baisse de 5%. Hein. Ça commence à faire sur la journée, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Hein. C'est chaud, hein, quand même, mais c'est pas non plus, voilà. C'est déjà monté ou descendu de 1000 points en une journée. Voilà, On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Donc, il suffit d'être dans le bon sens, c'est tout. Voilà.
Tac. Donc ça, c'est pour lundi. Mardi, ben, on va être dans la continuité. Hein. On va être dans la continuité. Donc, en fait, alors, le plus dur, quelque part, ce serait si Powell, il nous rassure. Parce que si Powell nous rassure et qu'on remonte à 23 800, là, par exemple, et qu'on fait un pic, vous voyez, en séance vers les 23 900, presque 24, et qu'on revient, on clôture plutôt vers les 23 800, ben là, quid, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, finalement, on commence, vous voyez, à se poser sur cette zone-là du 23 800 qui sert, où on voit que c'était une zone bloquante ici et qui, vous voyez, comme on a rangé par là, voilà, entre le 24 010 et le 23 800. Et quand il la lâche, quand même, il la lâche. Hein. Quand il la lâche, il la lâche. C'est pour ça. Ben, c'est pour ça. Et c'est pour ça que nous, on regarde le 23 000. Et même ici, regarde, quand il l'a lâché, boum, la même chasse d'eau que là. Hein. Sauvage, hein. C'est la même chasse d'eau que là, hein, ici. Hein. Boum. On est pareil, là. On est sur le même schéma. Vous voyez. Donc, vrai. est-ce que, quelque part, franchement, si Powell nous rassure et qu'on revient dans cette zone, c'est presque un peu bâtard pour nous, pour travailler notre semaine, parce qu'on sera plutôt sur un schéma baissier, sans bonne nouvelle, ben, même si Powell nous rassure qu'il ne nous parle pas de hausse de taux, ben, sous quels critères on revient à 24 500 là? S'il n'y a que le fait qu'on ne va pas baisser les taux, ben, le contexte géopolitique il reste dur, l'inflation elle reste là, et les taux à 10 ans ils restent haussiers. Donc à un moment donné, le marché il va dire bon, ok, oui, on a racheté les propos de Powell algorithmiquement, mais les nouvelles elles sont quand même pas bonnes. Donc finalement, on pourrait retergiverser vers les 23 250 comme on a clôturé vendredi. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on va se marquer, s'il nous rassure. Si Powell rassure, on pourrait revenir vers 23 800 et puis sur la semaine, revenir progressivement vers 23 250. Alors, si marché baissier, que Powell nous... si Powell ne nous amène rien, alors ben, on va être dans la continuité toute la semaine. Et donc, progressivement, on va aller chercher progressivement les 22 000 points. Hein. De toute façon, perdre 5% sur la semaine, c'est rien. Entre guillemets, c'est rien. Parce que, regardez, de toute façon, le 23, on était à l'ouverture là, pam, à 14h30, on a fait le plus haut de la semaine, il est à 763 et on a clôturé à 23 250. Donc, si je prends 23 250 et que je le divise par 24, 750 d'ailleurs, hein, 63, ben, j'ai perdu 6%. OK. Donc, j'ai perdu 6% sur la semaine. Donc, c'est loin d'être déconnant que le marché perde 5 sur la semaine prochaine. Si Powell ne nous a pas rassuré, j'ai rien à me mettre sous la dent, j'ai pas de bonnes nouvelles au Moyen-Orient, j'ai pas de chiffres clés sur l'inflation, j'ai vendredi le marché férié, ben voilà. Hein. Voilà. Ok, donc direction 22 000, plus tranquillement. Voilà, plus tranquillement. Après, plus tranquillement. Donc, on peut avoir, là, on va se marquer le 22 700, 22 ici, là, vous voyez 22 750, 780, ça va commencer à être le moment où il faut faire attention sur les ventes parce qu'il peut y avoir un rebond algorithmique. Donc, dans ce cas, 22 750, 22 780, ne plus vendre, attendre le rebond. Puis, ici, on va l'avoir ici aussi, 22 600.
Voilà. 23,010, là, on dirait qu'il rebondit aussi. Ça fait 2, mais bon. Ouais, Oui, mais ça, il va ouvrir là. Ah, il va ouvrir là, pardon. là. À minuit, il sera là. D'accord. Là, il y est là, le 23,010. Ouais. Là. Donc ici, 22,600. Ça, c'est des points en journée. Vous voyez, 22,400. Ici, forcément, on va regarder aussi le 500. Le 500, c'est bizarre qu'on ne l'ait pas là. Ah si, ici, là, on l'a, mais en petite bougie. Pas ouf, pas ouf. Ah, ici, vous voyez, le 500, il est plus vers 450, là, 470. Ouais. Donc ça, on va se le marquer. 22 500, 22 470. Et après, donc, du coup, on va être à peu près là, les 22 100. Ouais, même de 200 à 110 là. Donc, hop. Voilà. Bon, ben voilà. Est-ce que c'est bon? Donc, j'ai marqué lundi, ouverture de minuit sur 23 000, 23 025. On devrait dans la nuit revenir vers 23 150, 23 180. Puis les Européens devraient revenir chercher les 23 000, voire même tester les 22 900. Nous, si on ouvre à 15h30 sur 22 900, il faudra faire attention à un rebond possible pour un retour vers les 23 000, 23 050. Et à ce moment-là, on attendra Powell, à mon avis. Et si Powell nous inquiète, direction 22 000. Si Powell nous rassure, direction 23 800. Si Powell, il reste mitigé, alors progressivement, la semaine va revenir vers pardon. Donc, si Powell nous rassure, on sera à 23 800. Puis, pendant toute la semaine, on va revenir progressivement vers les 23 250. Si par contre, Powell ne nous amène rien et qu'on est sur 23 000 à ce moment-là, 23 050, on peut envisager que Powell, juste le fait qu'il parle, même s'il amène rien, il amène un petit peu d'excitation au marché, on aille chercher les 23 250 et qu'après, finalement, progressivement, toute la semaine, on descende vers les 22 000 points. Et donc, il faudra faire attention aux zones en allant jusqu'à 22 000. 22 750, 22 780, à ce moment-là, il ne faut plus vendre, plus on va s'en approcher, plus il faut faire attention, attendre le rebond bleu avant de repartir à la vente. 22 600, même chose, 22 500, 22 470, pareil, une zone de gros rebond possible, et 22 200, 22 110, pareil, ne pas toucher sur cette zone-là à la vente et attendre les rebonds pour les reprendre à la vente parce qu'ils finalement, ils vont venir, ils vont rebondir comme nous on fait quand on est à l'achat, ils vont rebondir sur ces zones-là. Et après, quand il a rebondi, qu'il revient, là, toi, tu le réaccompagnes à la vente calmement. Voilà. N'allez pas acheter non plus sur cette zone parce que ça veut dire que vous êtes contre la masse. D'accord? Donc, quand nous, on identifie une zone de rebond potentiel, ce n'est pas une zone où on doit acheter contre le marché. C'est une zone où on va attendre que le marché rebondisse pour se remettre vendeur. Pour ne pas être vendeur finalement à 20. Vous voyez, quand je vous dis le rebond possible, on a mis quoi? Imaginons 22 750. On ne va pas se mettre vendeur à 22 755 ou à 22 779 pour qu'on prenne une bougie de 150 points en rebond comme ça en 2 minutes qui nous bouffe le compte et qui 2 minutes plus tard ou 1 heure plus tard va revenir sur le 750. Il vaut mieux le laisser faire et quand on sent que ça y est, il s'est calmé et qu'il repart à la vente, ben, le réaccompagner à la vente. Même là, dans ces 100 points de rebond, ce n'est pas conseillé. Où c'est qu'il va s'arrêter le rebond? Ouais, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il va avoir lieu? Tu ne sais pas. Donc, c'est qui tout double quelque part. Tu fais all-in.
Donc voilà. Et s'il a lieu, où c'est qu'il s'arrête? Combien de fois tu es rentré au moment où il a fait 10 points de plus et boum? Exact. Voilà. Donc il vaut mieux te dire, ok, c'est la zone où j'ai plus envie de. Je les laisse se bagarrer. Et une fois que le vainqueur il a gagné, je vais dans le camp du vainqueur. Voilà. D'accord. Ça marche. Bon, ben allez. Voilà. C'est cool. Et pardon, Agnès, je n'avais pas vu. Ça va très bien. Ouais, je n'avais pas vu son message. Je me demandais si ça va bien au début. Ouais, ça va. Bon, ben écoutez, merci à tous. S'il n'y a pas de questions, je laisse parler les autres. Dites-nous. Moi, ça va très bien. Merci. Allez. Merci. Belle soirée à tous, du coup.